Le module qu'on va voir ensemble, c'est celui qui touche à la dotation du personnel, donc à l'évaluation des compétences finalement. Dans un premier temps, quand on parle d'évaluation des compétences, il faut déterminer qu'est-ce qu'on entend par la répartition des différentes compétences, donc des caractéristiques humaines qu'on va être capable de mesurer. Et ça, une des façons que nous, on utilise pour déterminer ça, c'est ce qu'on appelle la boussole des talents. Et dans la boussole des talents, ce qu'on va avoir dans un premier temps, c'est un premier axe qui va être ce qu'on appelle les compétences qui sont soft puis les compétences qui sont hard. Les compétences qui sont soft, c'est des compétences transversales, genre communication interpersonnelle, travail d'équipe, donc tout ce qui est plus au niveau des relations humaines. Alors que les compétences qui sont hard sont plus des compétences cognitives, donc par exemple capacité à faire des mathématiques, tout ce qui est la logique, l'intelligence, les connaissances, etc. Donc on est plus du côté des connaissances que du côté des rapports interpersonnels. Le deuxième axe qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle l'axe au niveau de la difficulté d'apprentissage. Il y a des compétences qui sont relativement faciles à apprendre, puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus difficiles à apprendre. Au niveau des faciles à apprendre, je ne sais pas moi si vous voulez par exemple la gestion du temps. Écoutez, si on est capable d'apprendre comment fonctionne un téléphone, puis Outlook, puis gérer son temps à partir d'un moyen électronique, bien, on vient de multiplier par 10 cette compétence-là. Alors donc, c'est une compétence qui est relativement plus facile à apprendre que, mettons, capacité à négociation ou bien non, même capacité interpersonnelle, qui tiennent compte d'un ensemble d'éléments qui sont notamment pour les capacités intellectuelles, mais également émotives et relationnelles des gens. Alors, plus une compétence est difficile à apprendre, plus ça va prendre du temps, puis plus même ça va être un défi pour les gens de s'améliorer dans ces compétences-là. Fait que si on prend ces deux axes-là, finalement, au niveau de la boussole des talents, il va y avoir un premier cadran. Premier cadran qui, lui, va parler de ce que je suis, ce qui me pousse à agir. Donc, on est du côté soft, du côté des relationnels, mais des apprentissages qui sont plus difficiles. Alors, tout ce qui est personnalité, motivation, valeur, attitude, intérêt, ce sont des éléments qui sont fondamentaux chez la personne et donc c'est très difficile d'apprendre ou de modifier ces compétences-là. Si on regarde du côté hard maintenant, mais toujours de l'apprentissage difficile, donc ce que je comprends, ce qui me permet de m'adapter, on va avoir tout ce qui est le potentiel intellectuel de la personne. Alors donc, évidemment, il y a des gens qui arrivent au monde avec des capacités intellectuelles vraiment très, très fortes, puis à l'autre bout du spectre, tu vas avoir des gens qui vont avoir plus de difficultés jusqu'aux gens qui peuvent avoir certaines déficiences au niveau intellectuel. Alors donc, dépendant d'où est-ce que tu es, bien, c'est une caractéristique qui demeure pour la vie. Donc, les gens arrivent avec certaines capacités intellectuelles, peuvent développer un peu, mais ça demeure quand même dans une certaine étendue de possibilités de choses qu'ils sont capables de faire. Toujours du côté hard, mais du côté des choses qui sont plus faciles à apprendre. Donc, ce que je sais faire, tout ce qui est les connaissances et le savoir-faire. Selon les connaissances et les savoir-faire, il y en a qui vont être plus difficiles que d'autres à apprendre, là, évidemment, mais généralement, des connaissances, c'est des choses qui peuvent être acquises. Donc, on peut l'obtenir par la formation, on peut même les apprendre au travers de notre propre démarche, par la lecture de livres, etc. Donc, c'est des choses qui peuvent s'apprendre. Et finalement, pour les compétences qui sont du côté soft, un apprentissage plus facile, bien, ce sont les compétences qui sont plus comportementales. Alors, n'importe quoi que tu peux apprendre à quelqu'un, mais qui a une certaine démarche, donc quelque chose à suivre. On parlait tantôt de la gestion du temps. Bien, la gestion du temps, ça implique d'utiliser certains outils. Bien, si tu utilises ces outils-là, bien, tu vas être en mesure d'améliorer cette compétence-là qui est plus soft. L'évaluation des compétences. L'évaluation des compétences, on va surtout mettre l'accent présentement sur les fonctions qui sont plus modernes. Donc, on va laisser de côté l'évaluation des compétences, comme on avait vu la dernière fois, qui sont plus de modèle classique, et on va plutôt aller avec le modèle qui est plus actuel. Les avantages, notamment du testing en ligne. Alors, donc, ça, c'est la première chose. Donc, on n'ira pas avec le testing en salle, qui est plus ou moins obsolète maintenant. On va avec le testing en ligne et c'est la capacité des candidats, candidates ou des gens qui se font évaluer, des participants, de se connecter sur un site Internet et de répondre à des questionnaires qui vont leur permettre de se faire évaluer.
Alors, pourquoi les avantages du testing en ligne? Parce que ça améliore les processus de sélection, ça facilite l'introduction de nouveaux tests, ça réduit les coûts. Bon, vous avez ici un ensemble de caractéristiques qui sont nommées et qui démontrent jusqu'à quel point tester les gens en ligne, c'est une méthode qui est beaucoup plus fonctionnelle, beaucoup plus utile que la méthode d'évaluer les gens sur place. Par contre, les désavantages du testing en ligne, et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours tenir en considération. Premièrement, tu as un investissement en termes de temps et d'argent pour mettre en place ces processus-là. Ça veut dire que ça prend les machines, ça veut dire que ça prend une interface qui permet de faire le lien entre les compétences qui sont identifiées pour un poste puis les tests qui sont utilisés pour évaluer ces compétences-là. Alors donc, il y a un investissement à faire. Par contre, je dirais que c'est un processus qui est en cours et que beaucoup d'organisations sont déjà rendues à ce point-là. Apprentissage d'une nouvelle façon de faire, donc il faut former les gens. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel, ce n'est pas quelque chose à laquelle on est habitué. Alors donc, il faut souvent former les gens qui sont aux ressources humaines ou qui vont faire l'administration de ces tests-là pour savoir comment fonctionne la plateforme. Il peut y avoir des problèmes technologiques, c'est un des problèmes de fond, dépendant de la qualité de l'Internet, dépendant des coupures qu'il peut y avoir sur la bande passante. C'est possible que l'expérience des candidates qui vont sur la plateforme pour passer les tests soit interrompue. Donc, il faut prévoir dans les protocoles d'administration des façons que les gens puissent reprendre sans être pénalisés. Puis, finalement, tu as tous les enjeux qui sont associés aux conditions du testing. Donc, c'est un mode qui est soit contrôlé ou un mode non contrôlé. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est-à-dire que lorsque tu fais du testing en ligne, contrairement au testing sur place, c'est que tu ne peux pas t'assurer que la personne qui répond au test, c'est effectivement la personne qui devrait répondre au test. Lorsqu'on demande aux gens de se déplacer puis de venir en salle, bien, on peut demander une carte d'identité, on peut vérifier, s'assurer que c'est la bonne personne qui complète le test. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune tricherie, il y a toujours moyen de tricher d'une manière ou d'une autre, mais disons que ça réduit beaucoup les possibilités de tricherie. Par contre, en ligne, c'est beaucoup plus difficile de s'assurer que la personne qui est à l'autre bout, c'est justement la personne qui doit passer le test. En fait, de manière qu'il faut voir ça, en milieu non contrôlé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des questions personnelles, on va avoir un code individuel, on va avoir des vérifications possibles, puis ce qu'on appelle le mode plein écran, c'est-à-dire que les candidates n'ont pas le droit de presser sur n'importe quelle fonction autre que celle nécessaire pour répondre au test. Donc, ça les empêche d'aller sur d'autres sites Internet pour répondre. Ceci étant dit, on comprend que s'ils veulent aller sur le site Internet, ils peuvent répondre sur l'ordinateur puis regarder sur l'Internet avec leur téléphone cellulaire ou une tablette ou un autre moyen électronique. Alors donc, ce n'est pas vraiment une façon qui est très efficace, le mode plein écran, pour s'assurer qu'il n'y aura pas de tricherie. Les coûts pour ça, c'est dans les possibilités avoir des caméras, de la reconnaissance vocale ou même du contrôle de mouvement. Il y a certaines universités qui utilisent des fonctions, des applications qui vont demander aux gens de venir sur le site, de partir leur caméra. La caméra, avec cette application-là, va déterminer s'il y a des mouvements dans la salle. Donc, les gens, les étudiants qui vont passer les tests en ligne, sont obligés de se mettre dans un endroit qui est tranquille et ne peuvent pas avoir des gens qui vont se promener dans leur environnement parce qu'à ce moment-là, ça va créer du mouvement, puis ils vont avoir une session de test qui va être interrompue. Alors ça, c'est une façon de faire qui fonctionne avec certaines institutions. Par contre, si vous êtes une organisation qui recrutez des gens à l'extérieur, bien, c'est assez difficile de demander aux gens d'aller chercher cette application-là et même de répondre à l'ensemble de ces conditions-là. Donc, c'est plus ou moins réaliste en termes d'utilisation. Ce qu'on va habituellement recommander au niveau de l'évaluation en ligne, c'est dans un premier temps d'y aller par étapes. Alors donc, l'étape 1, tu vas avoir l'évaluation du test en ligne. Puis ce que vous voyez ici, c'est que, comme habituellement on peut s'attendre, les résultats vont être distribués en fonction d'une courbe normale. Une fois qu'on a fait l'évaluation, cette première évaluation-là, ce qu'on va observer, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de candidates qui vont échouer et un autre pourcentage de personnes qui vont réussir. Alors, mettons qu'ici qu'on est à 50-50% déjà. Alors ça, c'est déjà une bonne chose parce qu'au départ,
que la personne qui a passé le test soit la bonne personne ou la mauvaise personne, il y en a un certain nombre qui ont échoué. Donc, ces gens-là, on peut les éliminer du processus, on n'est pas obligé de les voir parce qu'ils n'ont pas réussi à la condition minimale qui était la réussite sur ce test-là. Alors, donc, il y a déjà un avantage d'y aller en ligne. Par contre, si on parle dans une perspective possible de tricherie, bien, ça se peut qu'il y ait un certain nombre de candidats qui normalement auraient dû échouer, mais parce qu'ils ont utilisé des moyens qui n'étaient pas légitimes, ont réussi à obtenir un résultat qui les amène du côté plutôt positif. Et quand on regarde dans les études, ce que ça veut dire, c'est que ça représente à peu près 10% des gens vont avoir tendance à tricher dans le cadre d'une évaluation de cette nature-là. C'est quand même pas mal. Donc, la meilleure façon, c'est dans un deuxième temps de faire une évaluation additionnelle. Fait que finalement, toutes les personnes qui vont réussir le test, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur demander, dans un deuxième temps, de faire une évaluation additionnelle qui est habituellement un pourcentage des questions qui font partie du premier test. Alors, quand on regarde dans la littérature, ils vont nous dire que si tu le fais une deuxième évaluation, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un échantillon de 10 à 15% des systèmes que tu as utilisés au départ. Tu vas les poser à la personne, puis il y a des formules qui existent pour déterminer si la personne, finalement, c'est la même que celle qui a passé. En tout cas, c'est quoi les probabilités que ça soit la même qui ait passé le test initialement. Alors ça, c'est la meilleure façon de faire ça. Une des organisations qui l'a fait, c'est le Hydro-Québec, donc utilise cette approche-là depuis plusieurs années, puis qui leur permet justement de déterminer si oui ou non ce sont les bonnes personnes qui ont passé les tests. Ce qui arrive, c'est que lorsque tu utilises cette approche-là, c'est que tu avertis d'abord les candidats que cette approche-là va être utilisée. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça limite l'envie des gens de faire de la tricherie parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir être pris un petit peu plus tard dans le processus si on fait une vérification. Et ça fait en sorte que plutôt que 10% des gens vont tricher, là, on est rendu à peu près à 1% des gens qui vont tricher. Et si tu donnes toutes sortes d'autres mécanismes en disant qu'écoute, quelles sont les conséquences de tricher, à ce moment-là, tu peux même réduire la quantité de tricherie à moins de 1%, ce qui a été fait dans le cas de Hydro-Québec. Lorsqu'on fait du testing en ligne, un autre élément qui est important de tenir en considération, c'est le fait que ce n'est pas tout le monde qui doit avoir accès à tout au niveau de qu'est-ce qui se passe dans le processus. Alors, par exemple, on pourrait déterminer que la personne numéro 1 dans une organisation peut avoir tous les droits. Donc, gérer les usagers, qui ont le droit d'aller sur la plateforme, qui a le droit d'inscrire les candidats, qui a le droit d'acheter les tests, qui a le droit d'aller chercher les résultats. Alors, tout ça, ça fait partie de l'administration, puis une plateforme de testing en ligne doit tenir compte de ça, alors qu'une deuxième personne, une troisième, une quatrième ou une cinquième personne peuvent avoir des droits qui sont différents. Et un des enjeux lorsqu'on utilise l'approche de testing en ligne avec des plateformes de cette nature-là, c'est de s'assurer que ça soit toujours à jour. Donc, lorsque tu as des nouvelles personnes qui arrivent, donc on leur donne les droits qui soient corrects. Puis en même temps, lorsqu'il y a des personnes qui partent, qu'on leur enlève ces droits-là pour pas qu'ils soient en mesure d'aller dans le système et faire des choses alors qu'ils n'ont pas l'autorité ou la légitimité de le faire. Deuxième approche par rapport au testing en ligne, qui est donc plus récent, c'est ce qu'on appelle l'utilisation des tests adaptatifs. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. On va prendre, par exemple, un test d'intelligence. C'est souvent des tests soit de mathématiques, d'intelligence qui vont faire l'objet de cette approche-là. Alors, normalement, de la façon dont on va fonctionner avec un test, c'est que tu vas avoir des systèmes qui sont très faciles, modérés, difficiles ou très difficiles. Alors, un test va avoir quelques systèmes très faciles, plusieurs systèmes modérés et quelques systèmes très difficiles. Donc, tu as une répartition de la difficulté des systèmes pour s'assurer d'avoir des systèmes qui ont une difficulté qui correspond aux personnes qui vont passer le test. Alors, mettons qu'on a un test de, je ne sais pas, une cinquantaine de questions. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est que la personne va répondre à la première question, répondre à la deuxième question, peut-être qu'elle a réussi. Troisième question, elle ne réussit pas, donc elle n'accumule pas de points. Quatrième question, elle a réussi, elle accumule 1 point. Cinquième question, elle ne réussit pas, donc elle reste seulement avec 2 points. Et là, on continue comme ça pour l'ensemble de toutes les questions du test, ce qui fait qu'à la fin, sur 50 questions, peut-être que la personne va avoir répondu à 75% des questions de façon correcte. Et c'est comme ça que le score va être déterminé.
Fait que dans le fond, tout le monde passe toutes les questions, puis tu regardes le nombre de bonnes réponses, puis ça te donne le pourcentage. C'est la façon qui est la plus habituelle de le faire. L'approche de testing adaptatif va adopter une approche qui va être complètement différente. Alors ça, ce qu'on va faire, c'est que d'une part, il va y avoir une espèce de banque de questions qui sont très faciles, modérées, difficiles, très difficiles, et qui sont présentes. On va toujours commencer avec une question qui est de difficulté modérée, et c'est une question qui est prise au hasard dans la banque de toutes les questions modérées. Là, le participant va répondre à la question. Si le participant réussit la question, on va lui poser une question plus difficile. Donc, on va aller dans la banque des questions difficiles. On va en choisir une au hasard. On va lui poser la question. Mettons qu'il réussit également. On va aller aussi dans une question difficile. On va y poser la question. Il réussit. Et s'il réussit, bien là, on va aller dans les questions qui sont très difficiles. S'il réussit, on continue dans les questions très difficiles jusqu'à temps que la personne ait un échec sur une des questions. Alors, dans ce cas-ci, c'est ce qui va arriver ici. Si c'est le cas, bien, on va poser une question un peu moins difficile. La personne l'a réussi, on repose une question difficile. La personne a un échec, on pose une question très difficile. La réussi. Et donc, finalement, ce qui arrive, c'est qu'en faisant ça, on part d'un niveau de difficulté qui est moyen. Et là, on augmente jusqu'à temps qu'on atteigne un asymptote. Dans ce cas-ci, c'est parce que la personne a une capacité ou une compétence qui va au-delà du niveau moyen, mais ça serait possible dans un autre cas, quelqu'un qui a des difficultés, qui échoue les systèmes et finalement que ça aille vers le bas. Mais ce qui est important de voir, dans ce cas-ci, le dernier item, c'est qu'il échouerait. Ici, il réussit. Et donc, après 10 questions, on est en mesure de dire que le niveau de la personne en termes d'habileté se situe à 75 %. Fait que donc, plutôt que poser 50 questions, on va poser seulement 10 questions. On va arriver au même résultat. Puis l'avantage, c'est que tu vas mettre au défi les participants avec des questions qui correspondent à leur niveau d'habileté. Donc, quelqu'un qui est très bon, tu ne lui poses pas des questions très faciles parce que de toute façon, tu perds ton temps. Et à l'inverse, quelqu'un qui a de la difficulté, tu ne lui poses pas des questions trop difficiles parce que de toute façon, tu ne seras pas capable d'y répondre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les tests adaptatifs, qui fait en sorte que chaque personne, étant donné que toutes les questions sont choisies au hasard parmi une banque de questions, chaque personne passe un test différent. C'est donc à peu près impossible de copier. C'est donc impossible d'avoir une copie du test à l'avance pour pouvoir se préparer. D'autre part, plutôt que de prendre 1 heure pour passer un test, c'est capable de prendre seulement 10 à 15 minutes. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Puis, en termes de précision, c'est plus précis parce qu'on va aller vraiment chercher les habiletés des gens au niveau de leur capacité. Quelqu'un de très bon, il a des questions difficiles. Quelqu'un de très mauvais a des questions plus difficiles. Puis, quelqu'un de moyen a des questions de niveau moyen. Autre avancée qu'on a avec l'utilisation du testing en ligne, mais également l'évaluation des compétences en ligne, c'est la possibilité de créer des rapports qui sont intégrés. Alors, je vais vous donner un exemple ici que nous, on utilise à la firme. C'est essentiellement, dans ce cas-là, les candidates vont en passer 6 tests différents. C'est un processus qui prend à peu près 2 heures et demie en termes de testing. Ça peut être considéré comme long. Par contre, plusieurs organisations qui veulent évaluer leur potentiel de gestion, ils envoient des candidats pendant une journée dans une firme de psychologue industriel. Et donc, il y a le déplacement. Souvent, ils doivent y aller la veille, coucher, passer la journée, faire le centre d'évaluation et ensuite de ça, revenir à la maison. Donc, c'est presque 2 jours qui sont perdus, alors que dans ce cas-ci, toutes les évaluations se font en ligne. Et chacun des tests, dans ce cas-là, va mesurer un parcours ou en tout cas un élément particulier, dans ce cas-ci, le parcours de gestion, l'intérêt à la gestion, la portée des décisions, ça va être l'intelligence, l'agilité d'apprentissage, ça va être qu'est-ce que les gens vont avoir comme stratégie pour pouvoir mieux apprendre, donc jusqu'à quel point ils sont agiles dans leur apprentissage. Ici, on voit également le leadership, les comportements de gestion, puis l'intelligence émotionnelle. Alors, ce sont tous des éléments qui font partie d'un profil de gestion. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on va mesurer l'ensemble de ces éléments-là. De la façon que ça fonctionne, dans un premier temps, donc tu vas avoir l'inscription qui est faite par l'organisation. Ensuite de ça, une communication qui est envoyée au candidat pour lui dire, bien, regarde, tu vas passer une batterie de tests.
Dans un troisième temps, les candidats vont passer chacun des tests en ligne et ça, c'est fait à la maison. Donc, plutôt que de prendre encore une fois une journée et demie pour pouvoir faire ce processus-là, ça va prendre 2 heures. Les gens peuvent le faire à leur guise pendant la journée, le soir, la fin de semaine, comme les personnes veulent. Une fois que ça c'est fait, il faut également gérer les horaires. Donc, dans le fond, si tu as un test, mais ces tests-là peuvent être passés en collaboration ou en conjonction avec une entrevue, bien, à ce moment-là, il faut gérer les horaires des personnes qui vont faire des entrevues et des candidats, des candidates. Tu peux avoir une évaluation en ligne. Donc, cette évaluation en ligne-là se fait soit de façon directe, c'est-à-dire au même moment, synchrone, ou se fait asynchrone. Quand c'est synchrone, ben, c'est comme une entrevue ordinaire. Donc, tu vas planifier un moment dans la journée où tu vas avoir ton entrevue. Et là, tu rentres en contact avec l'évaluateur, l'évaluatrice qui te pose les questions. Et là, à la fin, ben, tu vas avoir une évaluation qui est faite. Ça, c'est la méthode qui est synchrone. La méthode asynchrone, elle, ça va être, tu vas bâtir une entrevue. Cette entrevue-là va avoir, entre autres, notamment les questions qui sont posées par quelqu'un, mais sur vidéo. Mais toutes les questions sont posées et sont envoyées à plusieurs candidats en même temps. C'est comme un fichier vidéo qu'on envoie à, mettons, 50 candidats en même temps. Et là, chacun des candidats le reçoit et là, il va partir. Il va dire, bon, première question, et là, il va avoir le vidéo de l'intervieweur qui va poser la première question. Et là, il y a un moment qu'on va dire, on donne au candidat ou à la candidate la chance de répondre. Et donc, ils vont s'enregistrer eux-mêmes à l'aide de leur vidéo. Et habituellement, on va leur laisser 3 chances de répondre. Donc, s'ils ne sont pas satisfaits de leur réponse la première fois, ils peuvent essayer une deuxième fois ou une troisième fois, mais après la troisième fois, ça va être la vidéo qui va être conservée. Une fois que c'est terminé, le vidéo de l'intervieweur pour la deuxième question est posée. Et là, la même chose, on donne 3 chances à la personne de répondre à la question. L'avantage de ça, c'est que pour l'intervieweur, ben, il y a juste à faire l'entrevue une fois. Il fait la vidéo et cette vidéo-là, c'est celle qui est envoyée aux 50 personnes différentes et non pas 50 entrevues individuelles qui sont faites et qui prendraient toute la semaine à l'intervieweur. L'autre avantage, c'est qu'une fois qu'on a ça, ben, les données ou en tout cas les réponses sont retournées aux gens en ressources humaines et là peuvent être envoyées à un comité de personnes qui vont se distribuer l'évaluation des compétences en fonction des réponses qui sont données par les candidats. C'est donc beaucoup plus efficace. Il existe même aujourd'hui des logiciels qui vont aller chercher le comportement verbal et non verbal des candidats et des candidates et qui peuvent dès lors éliminer les candidats et les candidates qui passent complètement à côté. Alors, quelqu'un qui ne répond pas à la question ou qui répond très, très peu, mais qui ne donne pas les mots-clés, ces personnes-là vont être éliminées parce qu'on sait que de toute façon, ils ne rempliront pas les critères qui sont établis. Alors, en faisant ça comme ça nous permet d'être beaucoup plus efficace et également d'éliminer un certain nombre de personnes. Une fois qu'on a l'ensemble des données, à la fois des tests et à la fois des entrevues, bien, aujourd'hui, la technologie nous permet de créer des rapports. Et ces rapports-là, ce qui est différent de ce qu'on observait autrefois, c'est qu'avant, tu avais un test, un rapport, un autre test, un autre rapport, etc., une entrevue, un rapport. Aujourd'hui, avec l'aide de l'intelligence artificielle, c'est possible de prendre les données de plusieurs tests, plusieurs éléments d'information qui sont fournis et de rédiger un rapport. C'est un peu comme ce qui se fait lorsque un psychologue industriel va rencontrer des candidats pendant une journée. Il va s'asseoir, puis pendant une journée, 2 journées, mais souvent c'est le temps que ça va prendre, pour rédiger un rapport en tenant compte de l'ensemble des éléments, des forces ici, des faiblesses là, etc. Alors aujourd'hui, avec le biais de l'intelligence artificielle, c'est possible de créer ces rapports-là automatiquement. Donc, aussitôt que le processus est terminé, bien, c'est possible d'avoir le rapport qui est envoyé aux gens. Et là, une fois que le rapport est envoyé, bien là, il y a une possibilité de feedback. On peut donner du feedback directement au candidat. On peut donner le feedback directement au gestionnaire. Alors souvent, c'est les 2 cas parce que les 2, c'est des acteurs qui ont besoin de ces informations-là pour procéder. Finalement, si on regarde dans les nouvelles technologies qui se développent de plus en plus, il y a tout ce qu'on appelle la cyber-évaluation. Et notamment, on travaille ici à l'UQO avec le laboratoire de cyberpsychologie, où les gens vont se mettre des lunettes pour voir ou se plonger dans un environnement en 3 dimensions. Et c'est possible de créer, par exemple, un board d'entrevue. Et dans ce cas-ci, ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans ce board-là,
tu peux avoir certains avatars qui vont toujours poser les mêmes questions, alors donc qui ont déjà un scénario qui est établi, mais tu peux avoir un des avatars qui est contrôlé par quelqu'un. Alors finalement, lui qui peut réagir dépendant du type de question qui est répondu ou du type de réponse qui est donnée par le candidat ou la candidate. Donc, il pourrait par exemple poser des questions à la fin de l'entrevue, ce qui donne une expérience qui est très immersive. Aujourd'hui, on n'est pas encore rendu là parce que pas tellement au niveau de la technologie qu'au niveau de l'équipement. Alors, ce n'est pas tout le monde qui a des lunettes 3D et qui pourrait se brancher sur un ordinateur pour avoir ce type d'entrevue-là à distance. Par contre, avec le 5G qui arrive, puis avec la technologie qui devient de plus en plus présente, c'est un peu la même chose que ce qu'on voyait il y a une quinzaine d'années avec les téléphones cellulaires. C'est pas tout le monde qui avait des téléphones cellulaires, alors que maintenant, ça fait partie de la norme. Alors nous, ce qu'on prédit, c'est que justement, ça va arriver dans le futur. Alors donc, beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'évaluation des compétences. On devient beaucoup plus technologique, ce qui nous permet d'être plus efficace. On va maintenant regarder ce qu'il y en est au niveau de la validité des processus. Alors, c'est beau utiliser des outils d'évaluation, encore faut-il qu'ils soient bons. Maintenant qu'on a parlé des façons de faire qui sont plus innovatrices en termes d'évaluation, lorsqu'on fait de l'évaluation du personnel, peu importe des employés, on ne peut pas utiliser n'importe quel outil. En fait, un des éléments importants, c'est la validité des processus de sélection, c'est-à-dire de prendre des outils qui vont nous permettre vraiment de prédire les forces et les faiblesses des gens pour s'assurer que les personnes vont être mises aux bons endroits. Alors donc, c'est ce qu'on va regarder un peu rapidement. En fait, il y a deux choses qu'on va regarder. On va regarder d'une part la validité, mais également l'utilité des processus. Quand on parle de la validité, ce qu'on touche, c'est le caractère prédictif. Alors, dans le fond, ce qu'on aimerait faire lorsqu'on utilise les outils d'évaluation, c'est de prédire le rendement futur des gens. Et ce rendement-là peut être soit de très faible à très élevé. Par ailleurs, si on regarde, c'est les résultats de l'évaluation. Donc, l'ensemble des évaluations qu'on va faire des personnes qui posent leur candidature à des postes, ça va nous permettre de dire s'ils sont faibles ou s'ils sont élevés. Bon, idéalement, ce qu'on aimerait, c'est une ligne droite. Pourquoi une ligne droite? Parce que si tu as un résultat qui est faible au niveau de l'évaluation, je peux être sûr au niveau prédictif que tu vas avoir un rendement qui est faible. Et à l'inverse, si tu as des résultats qui sont forts au niveau de l'évaluation, bien, je peux prédire que ton résultat en termes de rendement futur va également être fort. Donc, il n'y a absolument aucune erreur. Et à ce moment-là, ce qu'on parle, c'est une corrélation de 1.0. Ceci étant dit, ça demeure un rêve parce que dans le fond, il n'y a pas personne qui a été capable aujourd'hui d'amener le niveau de prédiction à 1.0 en sciences humaines, mais ça demeure quand même un objectif qu'il faut viser. À l'inverse, la situation d'un cercle, c'est la situation qui est la moins souhaitable. Pourquoi? Parce que si tu as un résultat à ton évaluation qui est soit faible ou élevé, tu ne peux absolument pas prédire où est-ce que la personne va se situer. Alors, autant ici que là, donc au niveau des résultats de l'évaluation, si c'est un résultat faible, je ne peux pas savoir où est-ce que la personne allait. Puis, si c'est un résultat élevé, je ne peux pas savoir où la personne va aller. Et ça, c'est une corrélation de 0. Alors donc, évidemment, ce qu'on retrouve habituellement au niveau de la validité prédictive, c'est quelque part entre 0 et 1. Habituellement, ce qu'on va observer lorsqu'on a des tests qui sont valides, c'est ni une ligne droite, ni un cercle, évidemment. Ce qu'on va observer plutôt, c'est une ellipse. Et c'est une bonne situation, je vais vous expliquer pourquoi. Dans le fond, c'est que si tu as un résultat qui est faible à l'évaluation, ici, bien, tu ne pourras pas prédire de façon exacte ça va être quoi le rendement futur de la personne. Par contre, tu as une bonne idée que le rendement futur va être relativement faible. À l'inverse, si tu as un résultat élevé à l'évaluation, bien, je ne pourrais pas prédire encore une fois exactement ça va être quoi son rendement futur. Par contre, j'ai une bonne idée que le rendement futur va être relativement élevé. Alors donc, la prédiction me permet de dire quand même ou de placer les gens quand même dans un niveau où ce que je vais savoir si les gens vont avoir un bon rendement ou un rendement qui va être plus faible. Ça représente une corrélation d'à peu près 0.6. En ressources humaines, c'est une corrélation qui est relativement élevée. Souvent, les gestionnaires vont me demander « OK, mais est-ce que ça veut dire que 60% du temps, j'ai raison, puis 40% du temps, j'ai tort? » En fait, non, parce que si c'était le cas, ça ne serait pas tellement utile, parce que finalement, si je prends un 25 sous, 50% du temps, je vais avoir raison, 50% du temps, je vais avoir tort.
Alors donc, 60 %, est-ce que ça vaut la peine de mettre des investissements majeurs pour évaluer les gens quand je vais juste avoir une valeur ajoutée de 10 %? La façon qu'il faut voir ça vraiment, c'est que si on regarde notre ellipse ici, dans le fond, on peut tirer une ligne verticale qui va nous dire qu'il y a une note de passage. Alors donc, par rapport aux résultats de l'évaluation qui peuvent être faibles jusqu'à élevés, on peut établir à un moment donné quelle est la note minimale à partir de laquelle les gens qui réussissent, donc qui obtiennent cette note-là, vont réussir le processus, alors que les gens qui ont une note inférieure ne réussiront pas le processus. Alors ça nous donne une partie de l'information. Deuxième partie de l'information, c'est de dire par rapport au rendement, lui. On peut également établir une ligne horizontale qui, elle, va nous dire c'est quoi le rendement minimum. Et là, encore une fois, le rendement minimum, ce n'est pas un rendement qui est juste de faire le minimum de ce que les gens doivent faire, mais plutôt un rendement qui est considéré comme étant adéquat, donc un bon rendement. Ce n'est pas un superstar, ce n'est pas quelqu'un qui, au contraire, a des difficultés, c'est un bon employé. Quand on fait ça, finalement, ça nous donne 4 cadrans. Et si on regarde, les cadrans qui sont dans la couleur verte ici, ça nous dit que ce sont des bonnes prédictions. Alors, dans le fond, dans ce cas-ci, les gens qui ont un résultat qui est sous la note de passage sont également des gens qui, en termes de rendement futur, auraient un rendement qui est plus faible. Et à l'inverse, les gens qui ont un rendement qui est au-delà de la note de passage sont aussi des gens qui vont avoir un rendement qui est supérieur à la moyenne. Alors donc, tout ce qui est la partie en vert ici, ce sont des bonnes prédictions. Ceci étant dit, lorsqu'on fait de l'évaluation, parce que ce n'est pas une science exacte, on va toujours faire des erreurs. Et les parties qui sont en rose ici représentent des erreurs qui peuvent être faites. En fait, il y en a 2 qui peuvent être faites. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les faux négatifs, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas eu la note de passage, mais si on les avait embauchés, c'est des gens qui avaient eu un rendement qui est adéquat. À l'inverse, on va voir ce qu'on appelle les faux positifs. Ce sont des gens qui ont eu des résultats qui dépassent la note de passage, mais qu'une fois qu'ils sont embauchés, représentent un problème. Et souvent, ce sont ces gens-là qui vont mettre, je dirais, du sable dans l'engrenage. Alors, ce sont des gens qui vont dire « Ah, mais comment ça se fait que ton processus ne marche pas? » Mais dans le fond, quand tu regardes la proportion de bonnes décisions versus de mauvaises décisions, ce qu'on observe, c'est qu'avec une corrélation de 0,6, entre 80 et 90 % des décisions sont correctes. Donc, on peut se tromper peut-être 10 % du temps. Et lorsqu'on utilise plusieurs moyens d'évaluation pour en arriver à déterminer c'est quoi les chances que les gens vont avoir un bon rendement dans l'entreprise, à ce moment-là, on peut même monter jusqu'à 95 % de bonnes décisions. Donc, on va se tromper seulement une fois sur 20. Ce que je peux vous dire d'expérience, c'est que une fois sur 20, c'est une personne qui va ressortir de la masse comme étant un mauvais choix de sélection. Puis souvent, on entend parler plus que les autres. Mais il faut toujours remettre en perspective et dire, oui, c'est vrai. Par contre, il y a 19 sur 20 qui présentent un bon rendement. Et ça, c'est autrement plus efficace que si tu y vas presque au hasard ou tu utilises des moyens d'évaluation qui ne sont pas valides. Et là, tu te retrouves que 10 personnes sur 20 ou 10 ou 12 personnes sur 20 ou 8 personnes, mais le nombre est beaucoup plus grand de personnes qui ne sont pas au niveau qui est attendu par rapport au rendement. En sachant ça, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a des outils d'évaluation qui sont plus performants en termes de validité? Fait qu'on a vu qu'un niveau d'à peu près 0,6, c'est un niveau qui nous permet d'avoir une excellente prédiction. Donc, on parle, c'est ça, d'un taux où on va faire des erreurs peut-être à 10 % des cas. Donc, si on utilise des moyens d'évaluation qui sont reconnus pour avoir une meilleure validité, bien, on a plus de chances de faire des bons choix. Ça fait déjà au-dessus de 100 ans, ça fait à peu près 120 ans, peut-être un peu moins, 115 ans qu'on fait de la recherche dans le domaine de l'évaluation du personnel. Les premières recherches ont été faites à Paris, en fait, au début des années 1900, pour faire la sélection des gens qui étaient des cochers dans la ville. Et donc, ça a été les tests qu'ils avaient mis sur pied. C'est des tests qui ressemblent beaucoup à ce que vous allez passer à la SAC, par exemple, lorsque vous allez rechercher à avoir votre permis de conduire. Mais qui permettait quand même de dire que je suis aussi bien de prendre quelqu'un qui a quand même une bonne vision, quand même des bons réflexes pour être en mesure de conduire ces carrioles-là. Depuis, il y a eu des dizaines de milliers d'études qui ont été faites et aujourd'hui, on est en mesure de déterminer quels sont les outils qui sont les plus performants en termes de prédiction du rendement.
Et ça, c'est ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle la validité de généralisation. Alors, le test ou la sorte de test qui nous permet de prédire le mieux le rendement futur, c'est ce qu'on appelle les échantillons de travail. Puis un échantillon de travail, c'est essentiellement de demander aux gens, dans le cadre d'un test, finalement, de faire une partie de ce qu'ils feraient dans leur emploi. Alors, si par exemple, ton emploi, c'est de travailler sur une machine, bien, ton test, ça pourrait être de faire fonctionner, de demander aux gens de faire fonctionner une partie de la machine, puis voir comment est-ce qu'ils se débrouillent, comment est-ce qu'ils sont capables de résoudre des problèmes, comment est-ce qu'ils sont précis dans la façon dont ils vont utiliser la machine. Ça peut être un test de dactylographie pour des gens qui vont beaucoup utiliser, ils vont faire de l'entrée de données, par exemple, sur l'ordinateur. Ça peut être de demander aux gens de faire une simulation. Donc, pour un vendeur, par exemple, tu leur demandes de simuler qu'ils sont dans un processus de vente. Et là, tu peux avoir des acteurs ou des évaluateurs qui vont jouer le rôle du client dans ce cas-là. Alors, donc, tout ce qui est échantillon de travail, c'est une bonne façon de prédire le rendement futur et on a une corrélation de 0,54. Immédiatement en dessous de ça, on a l'intelligence. Alors, l'intelligence, pourquoi? Pour deux raisons. D'une part, parce que plus les gens sont intelligents, plus ils sont capables d'apprendre rapidement. Et ça, c'est un élément qui est essentiel parce que dans n'importe quel type d'emploi, il y a toujours beaucoup de choses à apprendre. Et aussi, les emplois évoluent avec le temps. Et donc, quand ça évolue, bien, plus les personnes sont intelligentes, plus ils sont capables de comprendre ce qu'elles doivent faire et de telle sorte qu'ils vont demeurer performantes, non seulement à court terme, mais aussi à long terme. Puis la deuxième raison, c'est une question d'adaptation. Donc, non seulement tu es capable de résoudre des problèmes, mais en plus, tu es capable de t'adapter. Alors, donc, ces deux éléments-là font de l'intelligence un excellent prédicteur du rendement futur. On a ensuite les entrevues structurées. Les entrevues structurées, ce n'est pas une entrevue qui est uniquement standardisée, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu poses toutes les mêmes questions aux différentes personnes que ça en fait nécessairement une entrevue structurée. On va voir dans la deuxième portion de la dotation du personnel où ce qu'on va regarder plus en détail l'évaluation qui est faite par le biais des entrevues. Fait qu'on va être capable de vous dire plus précisément ce qu'on entend par une entrevue structurée. Il y a ensuite les tests de jugement situationnel qui sont à 0,37. Ça ressemble à un échantillon de travail. La différence avec un test de jugement situationnel, c'est que c'est un test à choix multiples. Fait que, par exemple, si on parlait du processus de vente, on ne demande pas une simulation, on ne demande pas aux gens d'agir live dans un processus de vente. On va plutôt leur donner des mises en situation papier. On va leur dire, si telle et telle situation se produit, qu'est-ce que tu ferais? Et là, les gens doivent nous dire c'est quoi qui est la meilleure réponse parmi les choix de réponse. Et donc, ce que ça nous permet de dire, c'est est-ce que les gens ils ont les bons réflexes pour être en mesure de faire cet emploi-là. Alors donc, ça demeure quand même un bon prédicteur sans être aussi fort que mettre les gens en situation. Ensuite, c'est la prise de référence. Là, on tombe à peu près à 0,26, donc c'est relativement plus faible. C'est certain que la prise de référence, ça a des avantages parce que tu vas chercher de l'information sur les compétences, les habiletés des gens dans des emplois précédents. Par contre, on ne se le cachera pas, souvent les références que les gens vont donner, c'est des gens qui le connaissent bien. Ils vont avoir tendance à donner des gens qui ont l'impression qu'ils vont donner des bonnes références et pas des mauvaises références. Puis d'autre part, de façon humaine, les gens ils ont de la difficulté à donner des références qui sont négatives. Ils vont plutôt avoir tendance à donner des références positives sur les gens. Ce qui fait que le degré de validité n'est pas aussi fort que d'autres outils d'évaluation. Après ça, c'est l'ancienneté. Là, on est à 0,18. 0,18, on commence à être pas mal plus proche de 0. Et c'est un constat qu'on fait que finalement, le fait que ça fait 20 ans que tu es en emploi ne fait pas nécessairement de toi quelqu'un de plus compétent ou de plus apte à occuper une autre position que quelqu'un que ça fait 19 ans et 11 mois. Donc, l'ancienneté, ce n'est pas un gage de compétence. En fait, ce que l'ancienneté, ça nous permet de dire, c'est surtout dans les premières années. Donc, dépendant de la complexité des emplois, dans les premières années, c'est certain que tu as de l'expérience, des connaissances, des techniques à aller chercher et l'ancienneté va avoir un impact là-dessus. Alors, si ça fait 3 ans que tu es dans un emploi où la courbe d'apprentissage est de 2 ans, 2 ans et demi, bien, tu vas être plus compétent que quelqu'un qui vient d'arriver, que ça fait seulement 1 mois ou 2 mois qu'il est en emploi. Alors donc, pour ces personnes-là, c'est essentiel que l'ancienneté va jouer un rôle. Par contre, passer ce moment-là où
je dirais, le plus important en termes de connaissances techniques, etc., a été acquis. Ce n'est pas les journées ou les mois qu'on additionne qui vont faire la différence au niveau de la compétence. Alors, c'est la raison pour laquelle, en termes de facteur de prédiction, ce n'est pas un bon facteur de prédiction. Les intérêts, c'est aussi relativement faible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu es intéressé et tu es motivé que tu vas être bon ou que tu vas être bonne. Moi, quand j'étais jeune, je voulais devenir médecin. Heureusement, la vie a fait que je ne suis pas devenu médecin parce que la quantité de morts que j'aurais créée sur la table d'opération, ça aurait été incroyable. Donc, ce n'est pas parce que tu as de l'intérêt à faire quelque chose que tu vas nécessairement être bon. Ça aide un peu, mais ça n'a définitivement pas l'impact qu'on voudrait que ça ait. Et finalement, là, le plus faible, c'est la graphologie. La graphologie, c'est l'analyse de l'écriture. Donc, si tu regardes la façon dont les gens écrivent, est-ce qu'ils sont plus l'écriture penchée vers l'avant, l'arrière, comment est-ce qu'ils font les points sur les i, comment est-ce que est-ce que l'écriture est bien prononcée, est-ce qu'elle est plutôt légère. Donc, tout ça, il y a des gens qui se sont spécialisés, il y a même des volumes qui existent pour essayer d'analyser l'écriture des gens en fonction des caractéristiques. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de consensus, puis ce qu'on a vu à date, et il y a quand même eu beaucoup d'études de ce côté-là, c'est que ce n'est pas un bon prédicteur. C'est beaucoup trop qualitatif comme évaluation, ce qui ne nous permet pas vraiment d'avoir une bonne prédiction du rendement futur. Ça a été pendant plusieurs années utilisé en Europe, particulièrement en France. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Donc, la France, dans les dernières 10 années, a beaucoup rejoint le marché mondial en termes d'utilisation des tests psychométriques et a laissé tomber ces pratiques-là. Mais il y en a encore quelques organisations qui vont les utiliser. Nous, en Amérique, c'est beaucoup moins fréquent qu'on voit ce type d'évaluation-là, mais lorsque ça arrive, c'est l'équivalent de l'astrologie. Finalement, il y a les tests de personnalité. Les tests de personnalité, c'est des bons prédicteurs. La difficulté avec les tests de personnalité, c'est qu'il faut s'assurer de faire l'arrimage entre les traits ou le profil de personnalité qui est le plus adéquat pour un emploi particulier. Alors évidemment, on peut penser à un emploi de bibliothécaire. C'est probablement quelqu'un qui est plus axé sur les détails, qui va être probablement un petit peu plus tranquille, plus organisé, que quelqu'un qui va être, par exemple, quelqu'un qui aspire ou qui a une personnalité pour travailler chez les pompiers ou les policiers, où ce que l'action est beaucoup plus importante. La prise de risque peut être également plus importante. Alors, ce qui fait que la personnalité, c'est un bon prédicteur dans la mesure où on est capable d'établir clairement c'est quoi le profil nécessaire pour l'emploi. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les meilleures combinaisons au niveau de la prédiction, c'est lorsqu'on prend l'intelligence et la personnalité. Pourquoi? Parce que ce sont deux éléments qui mesurent des construits qui sont complètement différents, donc la validité s'additionne. Mais évidemment, il y a des éléments qui sont communs entre les deux, ce qui fait que ce n'est pas une addition pure. Ce n'est pas parce que l'intelligence est à 0,51 puis que la personnalité est à 0,28 que ça donne 0,79. En fait, ça donne aux alentours d'à peu près 0,63. Donc, tu as une valeur ajoutée d'un test par-dessus l'autre, mais ce n'est pas une addition qui est faite de façon bête. Si à ça, on rajoute soit un échantillon de travail ou une entrevue structurée ou un test de jugement situationnel, on peut probablement aspirer à arriver quelque part aux alentours d'à peu près 0,7. C'est pas mal le maximum que j'ai vu, 0,7, 0,72, soit dans les études ou dans les propres travaux que nous, on a faits. Parce que passer ça, ça devient presque de la prédiction parfaite, puis du côté humain, c'est quelque chose qu'on n'a pas été capable d'atteindre. Dans la prochaine section, on va parler de l'utilité des processus, c'est-à-dire que oui, on a parlé de la validité, mais en même temps, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça rapporte à l'entreprise? L'utilité des processus. Alors, c'est quoi l'utilité des processus? L'utilité des processus, c'est ce qui nous permet de déterminer quel est le retour sur l'investissement lorsqu'on utilise un processus d'évaluation. La formule qui est utilisée, qui est une formule qui a été développée dans les années 90 par un certain M. Boudreau, qui est du côté de la comptabilité, donc c'est une étude qui est très mathématique, est la suivante. Alors donc, vous avez U est égal à T fois N fois RXY, ça c'est un sigma E fois Z. Alors donc, c'est une formule qui nous permet, au niveau de la recherche, d'avoir l'air bien scientifique et d'avoir l'air bien savant.
Ce que ça représente, par contre, c'est relativement simple. Alors, le U, c'est l'utilité des processus en termes monétaires. Fait que dans le fond, si tu veux savoir combien d'argent tu sauves en utilisant une méthode plutôt qu'une autre, ça va te donner le U. Le T, c'est le temps que la personne demeure en emploi. Pourquoi? Parce que lorsque tu utilises une évaluation des gens et que tu fais une sélection, tu dis oui, cette personne-là, je vais la prendre dans l'emploi, bien, ta décision elle a un impact sur toute la carrière de la personne. Si tu as fait un bon choix, tant mieux. Si tu as fait un mauvais choix, bien là, à ce moment-là, il faut que tu vives avec ce choix-là tout le long de sa carrière. Le N, c'est le nombre de postes à doter par année. Alors donc, quand tu mets en place un nouveau processus d'évaluation, ça coûte de l'argent. Il faut le maintenir, ce processus-là. Si tu fais seulement une dotation par année, bien, ça vaut plus ou moins la peine. Si tu en vaux 6 000 par année, bien, à ce moment-là, ça vaut la peine. Donc, il faut tenir ça aussi en considération lorsque tu parles de l'investissement, mais qu'est-ce que ça te rapporte en termes d'utilité? C'est aussi le nombre de processus qui sont en jeu. RXY, c'est la validité de processus de sélection. Alors, c'est ce que je vous parlais tantôt. Plus un processus est valide, plus le coefficient de corrélation va être élevé entre les résultats au test et le rendement futur, et moins le test est bon, ou moins l'évaluation est bonne, puis plus le coefficient de validité va être faible. Le sigma E, se trouve à être la différence en termes de rendement des gens, mais en termes de salaire. Okay. De la façon que ça a été fait, et ça, il y a plusieurs études qui ont démontré ça, si tu regardes le rendement moyen des gens, ici, bon, tu dis, OK, là, je paye une personne, mettons, je ne sais pas moi, 50 000 par année, bien, le rendement moyen des gens, ça se trouve à ce niveau-là. Par contre, est-ce qu'il y a des gens ici qui, pour le même salaire, vont me donner un rendement qui est beaucoup plus élevé? Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça représente en termes monétaires? Et pour les gens qui sont moins performants que la moyenne par rapport au salaire que j'ai donné, qu'est-ce que je perds en termes de rendement, en termes d'argent? Et ce que les formules mathématiques ont donné, c'est que, dans le fond, il peut y avoir plus ou moins une règle du pouce qui dit que c'est 40 % du salaire. Donc, lorsque quelqu'un a un rendement qui est un écart type supérieur à la moyenne, c'est l'équivalent qui amène à l'entreprise de 40 % de son salaire. Donc, s'il fait 50 000 par année, quelqu'un qui est au-dessus de la moyenne va rapporter 40 000 $. C'est comme si, finalement, il donnait un output de 70 000 $ en termes de salaire. S'il y a deux écarts types au-dessus de la moyenne, bien, à ce moment-là, ça devient 90 000, donc 40 000 de valeur ajoutée par rapport au salaire qu'on donne. Puis, tu as la même logique pour les gens qui sont moins performants. Alors, donc, ça, c'est une formule qui est reconnue. C'est une formule qui est utilisée, qui n'est pas parfaite, ça demeure une estimation, mais ça te donne quand même une bonne idée. OK. Si on regarde ça maintenant, le Z, c'est le nombre de candidats pour chaque poste à doter. C'est-à-dire, finalement, c'est le ratio de sélection. Si tu sélectionnes, à toutes les fois que tu sélectionnes un poste, tu as un poste, un candidat, ben oui, ton évaluation est importante, mais à quelque part, tu sais, c'est pas comme si tu avais à faire beaucoup de choix. Par contre, si tu as 300 personnes pour un poste, mais là, tu ne veux pas te tromper. Tu veux choisir la meilleure personne parce que tu as tout le choix de prendre les gens qui sont les meilleurs là-dedans. Alors donc, plus que tu as de gens par rapport au poste à doter, plus que ça va être utile pour toi d'utiliser des moyens d'évaluation qui vont te permettre de discriminer entre les gens qui sont les plus performants des gens qui sont les moins performants. Voilà. Si on regarde maintenant la formule, puis on prend un exemple. Alors, mettons qu'on utilise une approche de dotation, qu'on va appeler l'approche classique, puis mettons qu'on prend une approche qui est suggérée, donc la nouvelle approche. C'est souvent ce que je vais faire lorsque je vais travailler avec les organisations. Alors, disons qu'il y a une organisation qui sont habituées à utiliser les entrevues non structurées. C'est très fréquent, la plupart des organisations utilisent ça. Et on arrive, on dit non, nous, on va plutôt te suggérer une approche, soit une entrevue structurée, un test d'intelligence, ou en tout cas une batterie de tests qui va te permettre d'être plus précise. Qu'est-ce que ça va te rapporter au final d'aller vers la nouvelle approche de sélection plutôt que de conserver celle qui est les entrevues non structurées? Alors, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la formule dans les deux cas. Alors, quand tu choisis quelqu'un, tu vas regarder le taux moyen de rétention des employés. Alors, mettons que c'est 5 ans. Bien, ça va être vrai selon les deux formules. Si tu regardes le nombre de postes à doter, ça va être la même chose dans les deux cas. Mettons qu'il y a 92 postes à doter par année. Maintenant, la validité, c'est là que il va y avoir une différence.
Point 12, mettons qu'on va regarder, dans ce cas-là, c'est l'ancienneté. Bon, alors, mettons que c'est l'ancienneté qu'ils utilisaient pour déterminer qui devrait avoir l'emploi. Et nous, ce qu'on propose, c'est plutôt d'utiliser une batterie de tests valides qui nous amènerait à un niveau de prédiction d'à peu près 0,56. En termes de valeur ajoutée, donc l'écart type de performance par rapport à la valeur ou le salaire de l'emploi, dans ce cas-ci, c'est 40 %, donc 17 723 $. Ce que ça veut dire, c'est que le salaire est à peu près aux alentours de 40 000 $. Puis finalement, le ratio de sélection, dans ce cas-ci, c'est tu as toujours à peu près 3 candidats à toutes les fois que tu as un poste qui est ouvert. Lorsque tu fais le calcul, donc tu vas rentrer ces chiffres-là dans la formule que je vous présentais précédemment, ce qu'on va observer, c'est qu'il va y avoir un gain monétaire par année de 23 394 $ par employé recruté. Puis comme on voyait dans ce scénario-là, il y a à peu près une centaine d'employés qui sont recrutés par année, fait qu'on est rendu à peu près à une économie de 2 millions de dollars par année. Ça peut paraître beaucoup. Tu te dis, j'ai une centaine de postes, puis j'utilise des moyens d'évaluation, je vais sauver 2 millions par année. Bon, peut-être que c'est le cas, peut-être que ce n'est pas le cas. Nous, ce qu'on fait dans les organisations avec lesquelles on transige, c'est on met toujours en place un processus d'évaluation qu'on appelle de validité prédictive pour voir si effectivement ce qu'on présume, c'est-à-dire l'utilisation des tests, permet vraiment de prédire si les gens vont avoir un rendement supérieur par la suite ou non. Et pour ça, je vais vous donner quelques exemples qu'on a faits récemment au niveau de cette évaluation-là. La première, c'est Gaz de France. Je vous en ai déjà parlé. Gaz de France, donc, s'occupe de fournir du gaz à l'ensemble de la France. Et on a travaillé avec eux pour mettre en place un processus de sélection pour sélectionner les gens qui sont au niveau gazier. Et si vous vous souvenez, on avait parlé qu'il y avait un enjeu au niveau de trouver des gens donc, qui étaient qualifiés ou de trouver des femmes. Alors, on a fait une étude de validité prédictive dans ce cas-là. Et ce qu'on a regardé, dans le fond, c'est la satisfaction des usagers. Parce que c'est une des façons de voir si les gestionnaires qui utilisent les tests disent bien, « je suis bien content des employés que j'ai, tant mieux ». S'ils disent « je ne suis pas content du tout », c'est sûr que tu peux avoir un problème. Alors là, dans ce cas-ci, il y avait 78 managers. Les Français n'appellent pas des gestionnaires, ils appellent ça des managers, qui supervisaient 298 employés. 100% des gestionnaires, des managers se sont dit satisfaits de l'utilité des tests. Dans le fond, ce qu'ils ont dit, c'est que ce qu'on avait prédit en termes de rendement futur, ça correspondait à leurs attentes. 95% ont confirmé les évaluations, donc ça représente beaucoup ce que je vous avais parlé tantôt lorsqu'on disait les possibilités d'être juste dans nos évaluations. Donc, c'est possible d'avoir un 5% d'erreur. C'est ce qu'on a observé ici. Donc, mais 95% du temps, les gens y ont dit oui. Et non seulement ça, mais 96% ont dit qu'ils réembaucheraient l'employé. Donc, ce que ça démontre, c'est qu'effectivement, en termes de validité, on a une situation où les tests nous permettent au niveau de la valeur ajoutée, d'aller chercher des gens qui sont performants. Deuxième exemple, c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments. L'Agence canadienne des inspections des aliments, l'enjeu qu'ils avaient, c'était un enjeu opérationnel. Donc, en l'année 2011, ce qu'on observait, c'est qu'ils faisaient 3 processus de sélection par année. Et pour chacun des processus, il y avait 1000 candidats. Quand même beaucoup, là. Et la raison pour ça, c'est que c'est un ministère qui est très décentralisé sur l'ensemble du Canada. Et dans les endroits qui sont plus reculés, avoir un emploi pour l'ACIA ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments, c'est quelque chose qui représente un salaire qui est vraiment très intéressant, puis un statut qui est intéressant également pour les gens. Alors, c'est pour ça qu'il y a tellement de candidats qui appliquent à tous les ans pour ces postes-là. Le problème, c'est qu'entre le moment où ils partaient le processus puis le moment où ils envoyaient les lettres aux employés pour leur dire, aux candidats pour leur dire « oui, je suis intéressé », ça prenait 6 mois, des fois jusqu'à 1 an. Donc, c'était beaucoup trop long. Ils perdaient beaucoup de bons candidats puis c'était pas vraiment très, très efficace. Non seulement ça, mais il y avait 12 conseillers ressources humaines qui travaillaient à temps plein sur les processus d'évaluation, sur les 3 processus d'évaluation par année, étant donné la masse incroyable de candidats qu'ils avaient à gérer. C'est quoi les actions qu'on a posées? Premièrement, on a inversé les processus. Alors, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on recevait les CV, il y avait une analyse des CV, on choisissait les gens qui avaient les caractéristiques minimales,
Les gens qui avaient les caractéristiques minimales en leçon, on les passait en entrevue, puis les gens qui passaient en entrevue puis qui les réussissaient, on les passait en test parce que le test nous permettait de confirmer si oui ou non les gens y avaient ce qu'il fallait. En inversant le processus, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de commencer avec le testing en ligne et également d'avoir une simulation en ligne. Donc, tout se faisait de façon électronique et on a éliminé le tri de CV et on a éliminé également les entrevues qui étaient du 1 à 1 qui prenaient beaucoup trop de temps. En se disant que si les outils d'évaluation qu'on utilise sont valides, ça va nous permettre d'arriver aux mêmes conclusions ou même peut-être mieux qu'avec l'ancien processus. Si on regarde 2 ans plus tard, donc en 2013, toujours 3 processus par année, toujours 1000 candidats par processus. Par contre, en utilisant une approche qui est plus axée sur le testing en ligne, on est arrivé à un temps de 10 jours entre le moment où on part le processus puis le moment où on peut offrir une lettre d'emploi aux gens. Seulement 10 jours se sont passés et plutôt qu'avoir 12 conseillers qui travaillent, on a 2 conseillers qui travaillaient sur ce processus-là, ce qui fait que les 10 autres ont pu être placés dans des emplois ou d'être dans des tâches et responsabilités qui étaient à plus valeur ajoutée pour l'organisation, pour l'agence. Les calculs qu'ils ont faits, et ça, il y a un article qui a été fait au niveau gouvernemental là-dessus, leur a permis d'avoir une économie de 1 million de dollars par année, ce qui n'est pas banal. Dernier exemple, chez Desjardins. Desjardins, au début des années 2000, a fait un virage important. Donc, ils sont passés de la situation où il était une organisation très axée sur le service conseil, beaucoup sur la proximité, aider les gens, parce que les caisses populaires ils ont été fondées par des personnes qui ont créé des coopératives et qui avaient à cœur de faire en sorte que ces coopératives-là offrent un service à la communauté. Cependant, au début des années 2000, ce qu'ils se sont aperçus, c'est que les gens qui ont créé ces coopératives-là commençaient à mourir. Bon, ça arrive à tout le monde, là. Et l'héritage qui était envoyé aux enfants, les enfants se retrouvaient tout d'un coup avec un capital important. Et là, ils allaient à la caisse pour leur dire, écoute, j'ai reçu, je ne sais pas moi, 300 000 $ d'héritage, qu'est-ce que je devrais faire? Et là, à la caisse, parce qu'on était très orienté sur le service, on leur disait, écoute, voici ce que tu pourrais faire, on passait 1 heure, 2 heures, faire un plan, etc. Et là, on leur disait, écoute, prends ça, va chez vous, réfléchis, puis reviens me voir dans 1 semaine, puis on va t'arranger ça. Sauf que la nouvelle génération, comme elle n'avait pas le lien affectif aussi fort que les gens qui ont fondé les caisses populaires, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient ces informations-là, qui étaient très pertinentes. Là, ils sortaient, puis là, tout d'un coup, ils voyaient de l'autre bord de la rue la Banque nationale ou la CIBC ou peu importe la RBC. Ils disaient, OK, je vais aller voir qu'est-ce que les autres ont à me dire. Et ces autres organisations-là avaient un processus qui était beaucoup plus axé sur la vente. Fait qu'eux, ils arrivaient, souvent les gens, ils avaient la solution entre les mains, puis au bout de la rencontre d'1 heure, ils les faisaient signer, puis les caisses populaires se retrouvaient dans une situation où ils perdaient beaucoup de leur capital parce que les gens sortaient des caisses. Fait qu'il fallait donc changer l'approche, et la façon dont ils ont changé l'approche, c'est de se dire, il va falloir, on n'a pas le choix, aller plus du côté de la vente. C'est-à-dire que le service conseil va toujours être présent, mais il faut également aller du côté de la vente. Et ils ont fait à l'époque ce qu'on appelle un programme de réingénierie des processus. Donc, ils ont décidé de refaire complètement les processus d'affaires. À l'époque, ils nous ont demandé, ça fait quand même 20 ans de ça, donc de voir si on serait capable, au niveau des débuts des années 200, de faire un changement culturel, la réingénierie des processus et évaluer les gens. Parce que les personnes qui étaient au départ avec la culture qui était là en place, c'est-à-dire le service conseil, ce pas des gens qui étaient forts sur la vente, sur la négociation. Ce pas des gens qui étaient là pour vendre maximum de produits, au contraire. Mais là, on s'en allait dans un changement culturel, dans un processus où on mettait plus l'accent sur la vente, on mettait plus l'accent sur des processus qui sont plus bancaires que coopératifs. Alors donc, ce qu'on a voulu faire, c'est de dire, OK, on va réévaluer nos gens, puis on va aller chercher les personnes qui sont les plus aptes ou qui ont le profil qui se rapproche le plus des attentes de l'organisation.
Bon, si on regarde ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a fait tout ce processus-là. Ça a pris 2 ans. On a travaillé avec Desjardins pour s'assurer d'identifier les profils de compétences, d'évaluer les outils, d'évaluer l'ensemble des personnes, et finalement, pour leur permettre de dire qui a le profil qui est le mieux pour aller dans les différents emplois. Lorsqu'on l'a fait, moi, j'avais utilisé une approche où je leur avais dit, si vous faites ça, vous allez avoir un retour sur l'investissement qui va être majeur. Desjardins, il a dit, OK, c'est correct, mais on verra. Et donc, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé la situation en 2003, lorsqu'on a terminé le processus de réingénierie, puis on a mis en place les processus d'évaluation, puis on a décidé de regarder 10 ans plus tard si effectivement ce qu'on avait prévu était arrivé. Donc, en 2003, le Mouvement Desjardins avait des actifs de 106 milliards, 5,5 millions de clients, 38 000 employés. Il faisait un profit de 816 millions par année. Alors, comme c'est quand même pas banal, là. Le coût annuel des évaluations, lorsqu'on comprend le temps des employés, des gestionnaires et tout, était de 4 millions par année. Puis le coût des outils d'évaluation, à peu près 1 million par année. Alors, donc, ça leur coûtait 5 millions par année. Le nouveau processus qu'on a mis en place. Fait que là, ils nous ont dit, gars, 5 millions, c'est quand même pas mal d'argent. Prouve-nous que ce processus-là va vraiment nous amener une valeur ajoutée. Alors, c'est ce qu'on a fait et en 2013, donc au niveau de l'utilité économique, d'abord, en 2003, j'avais écrit un article dans la revue Gestion où j'avais fait cette prédiction-là. Donc, où ce que j'avais dit au Mouvement Desjardins, que si vous utilisez l'approche qu'on vous propose, c'est-à-dire la gestion des compétences, l'utilisation des tests psychométriques, vous devriez sauver plusieurs millions de dollars par année. En fait, ce qu'on avait prédit, c'est qu'il était pour sauver 37 millions de dollars par année. Bon. Et si on regarde, ça voudrait dire en termes de profit annuel combiné, donc de 853 000, ça veut dire qu'en 2003, ce qu'on devrait s'attendre, c'est que le profit, plutôt qu'être de 853 000, serait de 1 023 000 dans les dollars de 2013. Okay? Alors donc, c'était notre prédiction. On a dit, si ça fonctionne, voici la valeur ajoutée. Oui, ça vous coûte 5 millions par année, c'est-à-dire 5 millions par année, mais vous allez sauver 37 millions. Fait qu'au final, vous allez gagner 32 millions. Et ce que j'avais dit à l'époque, c'était que ça, c'est vraiment un minimum. Donc, les chances sont que vous allez sauver encore plus que ça. On a donc regardé les chiffres 10 ans plus tard, en 2013, et ce qu'on a vu, c'est qu'en termes de capital, on est passé de 106 milliards à 212 milliards. Donc, il y a eu le double en termes de capital qu'on est allé chercher. Les membres ont passé de 5,5 à 6,5 millions de membres, ce qui n'est pas banal parce que, bon, on le sait, le Mouvement Desjardins est surtout au niveau du Québec et tu as comme une masse critique de gens que tu peux penser être capable d'aller chercher. Le nombre d'employés, 45 000. Donc, même si on a doublé le capital, on n'a pas doublé le nombre d'employés, ce qui est déjà un excellent signe. Et le profit annuel est passé de 816 millions à 1 530 millions par année. Donc, on voit que c'est certain que ce n'est pas juste les tests qui ont fait en sorte que le Mouvement Desjardins a été en mesure d'avoir des rendements aussi élevés que ça. Par contre, la formule d'utilité nous prédisait qu'il était pour avoir un rendement sur les investissements qui ont été faits qui était très important. Et c'est ce qu'on a constaté. Et c'est vrai qu'il y a eu d'autres moyens qui ont été mis en place, mais nous, on est convaincus que le fait de choisir des gens qui sont plus compétents fait en sorte que ton organisation va être plus rentable en bout de ligne. En 2013 et en 2014, plutôt, Desjardins a été choisi par Bloomberg comme la 13e meilleure institution financière au monde. Alors, pas juste au Canada, là, au monde. Alors, donc, c'est quand même quelque chose de pas banal. Voilà, c'est ce qui couvre. On a parlé de la validité, on a parlé des nouvelles façons de faire des tests ou l'évaluation. On a parlé également de l'utilité des tests. Maintenant, on peut regarder quels sont les différents moyens d'évaluation qui sont à notre disposition. Puis le premier moyen qu'on va voir, c'est les tests de personnalité.